Bonjour, bienvenue à tous dans ce nouveau podcast. On va parler aujourd'hui d'un métier qui est le métier de réalisateur de documentaires. Et aujourd'hui, je suis avec deux personnes de talent. Philippe Prudent, bonjour. Bonjour. Auteur, réalisateur, monteur, cadreur, membre de l'association Créer un documentaire et porte-parole du circuit documentaire. Donc c'est un réseau de films documentaires qui diffuse dans toute la France. C'est un réseau national de programmation et de diffusion de films documentaires en présence des réalisateurs. Et Laurent Sistac, donc toi aussi tu es auteur, réalisateur, cadreur, tu travailles t'es membre de l'association La Belle Échappée en Isère. Tout à fait. Et tu as réalisé également, comme Philippe, une cinquantaine de documentaires. Combien vous avez fait de films depuis le début où vous travaillez ? J'ai pas compté, mais ça doit être à peu près ça, depuis toutes les années. Et Philippe, pareil ? Oui, c'est pareil, j'ai pas forcément compté, pas listé, mais en fonction des formats aussi, c'est sûr, il y a des collections, donc tout de suite ça fait du volume, mais on est dans ces chiffres-là, quoi. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de découvrir c'est quoi le métier de réalisateur documentaire, documentariste. Qu'est-ce que c'est que ce métier ? Donc voilà, la question est un peu vaste. Basse question. La question est bonne, ouais. Mais il faudrait donner un point de départ. Elle est à multiples entrées. Alors le point de départ, ça peut être déjà, il y a le documentaire et le documentaire télé, le documentaire radio. Quels sont les différents types de documentaires qu'on peut faire aujourd'hui ? Alors, je pense que nous, en ce qui nous concerne, c'est du documentaire audiovisuel. Plutôt télé. De l'image. Alors, télé ou projections diverses en salle, dans tout lieu équipé d'un écran, je dirais. La télé, bien sûr, elle aussi, on essaye de favoriser la diffusion de télé, mais bon, on n'a pas toujours l'opportunité, ça marche pas toujours pour aller en télé, donc des fois, c'est bien de trouver justement un circuit parallèle ou complémentaire qui permet de partager et de diffuser ces films pour qu'il y ait un plus grand nombre possible de gens qui puissent le voir. Le but d'un documentaire, d'un film en général, mais le documentaire en particulier, c'est pas de le faire et de se faire plaisir et puis après de le ranger dans une armoire. C'est derrière de le montrer, il faut que les gens le voient. Alors pour montrer vos films, Laurent par exemple, toi c'est en télé ou il y a des réseaux Moi j'ai fait à peu près 15 ans de films télé, mais c'est pas forcément que le support qui m'intéresse, c'est plutôt la démarche du documentariste. Moi j'ai fait aussi des émissions radio des documentaires radio pour France Culture. Non, ça part d'une interrogation personnelle déjà, un questionnement sur un fait de société par exemple, et un désir d'en savoir plus et de communiquer sur, en fait. Je pense un documentaire, moi, c'est quelque chose qui m'inspire, ça doit être inspirant. C'est-à-dire, il y a déjà une inspiration pour se documenter et vraiment aller fouiller dans le fond d'une question qui m'interroge, moi. Par exemple, ça peut être un sujet concernant l'injustice sociale, par exemple. J'ai fait des films documentaires sur la situation des personnes handicapées en France. Et notamment le travail des personnes handicapées, c'est un exemple parmi d'autres. Et parce que pour moi, le documentaire, quel que soit son support, que ce soit un doc télé, un doc filmé pour les réseaux, pour Internet, ou un documentaire radio, s'il a une fonction, ce serait plus éveilleur de conscience, en fait. Et un petit côté engagé, sans que ce soit Et Philippe, toi, ta démarche est la même ? Ah, complètement. Oui, complètement, là, je m'y retrouve bien. C'est ça le but d'un documentaire avant tout, et l'auteur, parce que là on est plus sur la partie auteur avant de parler de la réalisation, mais c'est ça, c'est de capter par le sujet, de trouver quelque chose qui nous touche déjà, et de creuser ce sujet-là, de se documenter et d'aller le partager, de le montrer, de le partager avec le public et partager notre point de vue. C'est jamais des films de commande, par exemple ? Le public n'est pas toujours d'accord avec nous, mais... Ça, c'est un choix qu'on assume après. C'est toujours des sujets que vous choisissez vous, mais jamais des commandes ? 90%, oui. C'est des sujets que je choisis, moi. Ouais, pareil. Donc ça, c'est partie intégrante du métier de documentariste. C'est vous qui allez chercher vos sujets et vous espérez trouver à votre public derrière. Il y a une idée originale, un déclic original qui dit « Ah, ça, j'y connais rien sur ce sujet-là ». Par exemple, j'ai fait un film sur les transports par camion dans les Alpes. Au début, moi, le milieu des routiers, je connaissais pas du tout. Donc, il y a une interrogation et qui est un déclic de départ et qui va favoriser cette inspiration à en savoir plus. Et après, il faut avoir quelque chose à dire. C'est ça aussi. C'est là où la partie documentation, elle rentre en ligne de compte, parce qu'au départ, on n'a des fois pas grand-chose à dire, parce qu'on n'y connaît rien. Enfin, on ne connaît pas encore le sujet, mais il nous intéresse.
Et on va commencer à se documenter, on va commencer à se cultiver. Ouais, c'est ça. Et si le sujet vous plaît, vous avez trouvé votre sujet, est-ce que vous pensez que ça peut être valable comme sujet? Est-ce que vous pensez au public? Est-ce que vous pensez aux diffuseurs? Est-ce que ces questions-là, elles viennent dès le début? Ou vous vous lancez dans le sujet sans forcément savoir si ça va marcher? Là, vraiment la bonne question, en fait. Parce que je sais qu'il y a des auteurs-réalisateurs qui vont sélectionner, trouver un sujet et un angle de traitement, parce qu'on n'a pas encore parlé du traitement, mais c'est essentiel, en fonction des possibilités de production et de diffusion. Et parce qu'il y a des sujets qui passent moins ou moins bien, on va dire. Mais est-ce qu'il faut se subordonner à cette question? C'est pas évident. Enfin, personnellement, moi, je ne veux pas me limiter à le fait, est-ce que c'est un sujet porteur? Est-ce que ce traitement-là va marcher ou pas? Sinon, on moi, je parle toujours du principe que tout sujet, dès lors où il est bien réfléchi, bien pensé, bien documenté, et donc derrière qui va permettre de réaliser un beau film, il est valable. Hein. Donc à partir il n'y a pas de sujet mieux que d'autres, je dirais. Après, c'est le traitement. Après, il y a des choix, des choix de diffuseurs. Mais de choisir son sujet en fonction de son diffuseur, moi, c'est pas mon truc, quoi. Bah, je comprends. Une fois que vous avez le sujet, comment s'exerce le métier ensuite? Quelles sont les différentes phases, les différentes étapes qui vont, à partir de l'idée de départ, nous amener jusqu'à la diffusion? Il y a une étape essentielle qu'on oublie vraiment, c'est l'écriture. Je pense que paradoxalement, un film, ça s'écrit, en fait. C'est d'abord un stylo. Oui, on ne prend pas sa caméra et on va filmer. Les gens sont souvent surpris parce qu'ils pensent que l'écriture, c'est en fiction, et qu'on a une écriture très scénaristique, mais on a la même en doc. Hein. En documentaire, l'écriture, elle est j'en parlais encore hier matin avec des réals, et qui font pas forcément toujours, eux, ce travail d'écriture, mais qui hallucinent, moi, des fois, sur la précision d'écriture du dossier, en me disant, mais en fait, quand on prend ton dossier, on lit ton pitch, ton synopsis, ton scénario, et on voit le film, en fait, ça coïncide parfaitement, quoi. Et comment tu fais pour écrire? C'est du travail, on y passe un temps fou, hein, mais c'est précieux. Ouais, moi, je suis bien d'accord. Il y a souvent, notamment dans les productions de films de montagne, des gens qui filment, des séquences, des super belles images d'ailleurs, et qui se demandent après comment ils vont les monter, comment ils agencent ça. Ça peut être une méthode, non? Pour moi, c'est une non-méthode. Parce que j'ai été sollicité plusieurs fois pour dire, mais attends, est-ce que tu peux pas nous aider pour le montage, c'est-à-dire la structuration des séquences qui n'ont pas été prévues au préalable? Ça n'a pas été écrit. Donc si ça n'a pas été écrit avant, ça n'a pas été écrit, tu peux pas te dispenser de cette étape qui est au préalable essentielle, à mon avis. Donc un film, ça s'écrit. Alors ça permet quoi? Ça permet de savoir où on en est, de structurer sa pensée. Et si c'est une production télévisée, d'avoir un dossier qui se tient. En fait. Et ce travail, il se fait seul ou en équipe? Travail d'écriture seul à 90%. Après, là, on est au cœur du métier du documentariste, c'est sur l'écriture. Oui, sur la première. Oui, c'est le cœur, mais c'est vrai que la phase, l'écriture, on peut travailler à deux, on peut travailler à plusieurs. Oui, c'est arrivé, ouais. Ça peut arriver. Mais c'est quand même. Mais c'est occasionnel. C'est une phase solitaire. C'est assez compliqué quand même c'est déjà seul. Assez compliqué de mettre en place et de trier toutes les idées, de structurer et de hiérarchiser un peu tout ça. Si en plus il faut le faire à deux, je suis pas sûr des fois qu'on arrive bien à aller au bout du process. C'est un métier solitaire. Oui. Ouais, vous êtes confronté à vous-même. Mais on l'aime cette solitude en principe. Hein. Oui. Pareil, toi et moi en fait. Hein. Moi j'aime bien. Hein. Mais c'est vrai que surtout dans cette phase de réflexion, de recherche, on élabore, on pose des pistes, on ne sait pas où ça va nous emmener, on reprend, on réécrit. Ça s'apprend. On est tout seul. Oui, ça s'apprend. Ouais. Écrire, le travail d'écriture, c'est quelque chose qui était inné pour vous, vous avez appris, vous êtes formé là-dessus? Il faut aimer écrire. Il y a ce goût à l'écriture. Moi, si je prends mon cas, par exemple, j'ai un peu ce goût, j'aime bien, mais au départ, je ne sais pas écrire. Et c'est même... d'en parler, là, j'y repense, j'avais un producteur qui m'a fait écrire. Il m'a torturé. Ouais, c'est un apprentissage sur le tas, en fait. Sur le tas. Et souvent, je lui disais, bon, je peux prendre la caméra, je peux aller filmer maintenant. Et il me répondait systématiquement, pourquoi tu veux aller filmer? Tu ne sais pas encore écrire. Et oui. Et là, tout était dit, quoi. Parce que ça permet de clarifier sa pensée, en fait, l'écriture. Et comment tu as appris?
Moi, j'ai fait une fac audiovisuel cinéma, qui était largement théorique. Et après, c'est par rapport à des exigences de producteurs qui disaient, voilà, c'est souvent ça, hein. Il me faut un dossier avec synopsis. Et puis tu poses une première écriture, tu l'amènes et le producteur te dit ça va pas, reprends-le. Et une note de traitement, en fait. D'accord. Parce qu'un film, c'est pas qu'un sujet, c'est pas seulement une thématique, c'est comment tu veux le faire, en fait. Et donc la note de traitement, le traitement filmique et sonore, il est essentiel. Parce que sinon, c'est du reportage, sinon. C'est un peu la différence entre le reportage et le documentaire. D'accord. Que les gens font un amalgame assez généralisé, en fait. Donc on s'improvise pas documentariste comme ça. Je sais pas, peut-être. Peut-être, si. Il y a des génies de ça. Il y a des gens qui prennent une caméra. Je pense que c'est justement aussi le côté atypique mais sympathique de ce métier-là, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règles propres qui dit... pour être réalisateur, il faut savoir faire ça. Enfin, ou auteur-réalisateur, il faut... Oui. Donc il y a quelques préalables, mais je veux dire, c'est ouvert à tous. À l'heure où on fait cette émission, on est bientôt en 2020. J'imagine que le métier a bien changé par rapport à il y a 20 ans, notamment l'apport des nouvelles technologies, des caméras. Est-ce que ça a changé votre manière de travailler ? Oui, le mal de dos. Donc t'as plus mal au dos maintenant ? Non. Les caméras moins lourdes ? Moi toujours. Ah ouais, non, j'ai plus mal au dos. Mais on a plus mal. Ouais, c'est sûr. Non, les tournages avec les Betacam et les séries d'optique plus les batteries, non, je dirais, c'est bon. On dirait même que sur ces dernières années, 10 dernières années, là où ça a accéléré à une vitesse folle, quoi, l'évolution technique. Ouais, mais pour toi, matériel. ça a changé radicalement ton approche du doc ou pas ? Non, pas du tout. Moi non plus. Non, ça c'est juste après un outil, c'est de la technique. C'est juste de la technique. C'est du plaisir aussi. Je veux dire, aujourd'hui, on peut filmer avec même des iPhones. Ouais. Mais ça, c'est du plaisir de technique, de prise d'image, des choses comme ça. Mais ça c'est plus commode, en fait. Quand tu es en phase d'écriture, de préparation, de réflexion, je veux dire, la technique... elle est loin encore. Et je trouve qu'on maîtrise mieux avec les formations qu'on a eues ici à YouStudio par exemple, tu vois, on maîtrise mieux toutes les étapes, notamment le montage. Mais voilà, avant c'était peut-être moins accessible. Oui, les centres de formation étaient moins accessibles et puis surtout les solutions de montage, toutes les solutions de post-prod. C'est des super outils. C'était lourd. Vous montez aujourd'hui vos films vous-même. Pas systématiquement. Pas systématiquement, pareil. Ça dépend des budgets. Ouais. Si on a le budget, on se fait plaisir. En tout cas, voilà, pour quelqu'un qui veut faire ce métier, il faut qu'il se forme au montage, quoi. Mais, ouais. Pour faire ses films en autoproduction, oui. Oui, mais là-dessus, moi j'ai un point quand même à mettre. Hein. Le montage, comme chaque étape de production d'un documentaire, chaque étape est importante, il n'y en a aucune à mettre de côté, c'est sûr. Mais souvent, la post-prod, le montage, on se dit que ça y est, c'est parti, c'est fait, quoi. Même c'est fini, enfin on est en post-prod. Non, la post-prod et le montage en particulier, c'est la deuxième écriture du film. Oui. Donc le choix d'un monteur, il peut être très important. Et souvent, on peut l'avoir à l'écriture au départ, en disant, moi, pour ce film-là, parce que j'ai cette intention-là, je veux travailler avec tel monteur. On en connaît certains, et si on a le budget, on va dire, je veux bosser avec ce monteur-là. Parce que ce monteur-là va vraiment être en capacité de reprendre la matière, et c'est lui qui va lui donner vie à cette matière sur la timeline. Ouais. Et parfois, mais souvent, moi, j'ai travaillé avec des monteurs qui m'ont fait redécouvrir mon tournage. Ouais. Ça, je trouve que c'est super important de bosser avec un monteur. Parce que si tu montes ton film toi-même, tu as un peu un rapport avec ton bébé, en fait, tes propres images. Donc, tu as du mal à céder sur certaines images et que ce soit un attachement affectif ou inconscient. Oui, il y a des plans que tu adores et qui ne sont pas forcément nécessaires. Où tu as vécu des trucs au tournage, tu dis, mais attends, je peux pas m'en dispenser. Et le monteur te dit, mais tu déconnes, ça va pas, tu vas pas mettre ça, non ? Exactement. Et en fait, c'est une bataille. Ça peut être dur, hein, des fois. Moi, ce que j'aime beaucoup quand j'ai un monteur, c'est justement, on prend du temps au départ. On reprend le dossier, on lit, on relit le scénario, l'histoire, on regarde la matière, on déroche un petit peu. Mais très vite, je le laisse. Je le laisse et je repasse plus, je le laisse. Il peut y avoir des propositions super intéressantes. Une semaine, 10 jours, 15 jours, quoi, sans problème. Et quand lui m'invite à revenir, je reviens. Et là, on regarde et on discute. Mais vraiment, je lui fous la paix et je suis impatient et je suis heureux des fois. Je suis impatient. Quand il me dit c'est bon, viens, j'arrive, parce que j'ai hâte de voir ce qu'il va me proposer, parce que je sais qu'il va me surprendre. Et s'il ne me surprend pas, par contre, ça veut dire qu'il y a un problème. Après, c'est toi qui tranches.
C'est toi qui tranches. Parce qu'il ne faut pas se laisser déposséder par le monteur qui a sa propre vision du film. Tout à fait. C'est pareil pour l'illustration sonore aussi. Enfin, la musique, elle doit être. Moi, je suis pas musicien malheureusement, mais le rapport de la création avec le compositeur, c'est super intéressant. Et c'est systématique ça de faire appel à un compositeur de musique de film pour un documentaire Toujours ce problème de moi, budget. C'est budget, mais je me bataille autant que je peux pour qu'il y ait un compositeur. Ouais, parce que ça change aussi la vision du film. C'est composé à l'image, c'est écrit pour. Donc c'est un univers que tu crées. Alors c'est aussi intéressant dans le rapport professionnel avec le compositeur. Qui apporte aussi un... Ah mais là c'est énorme. Sur certains films... C'est le deuxième réalisateur parfois. Enfin, tu vois, il apporte une telle touche. Tu parles du deuxième réalisateur. L'année dernière, moi, j'ai travaillé avec un compositeur là, de guitare classique, qui est prof de guitare classique au Conservatoire de Lyon, sur un projet dans le Beaujolais. On était en résidence artistique et lui-même, en composant la musique, il composait et il ressentait quelque chose et il me dit, je suis en train d'être le 7e personnage du film. Ouais. C'est-à-dire que la musique devenait un personnage à elle toute seule dans le film. Ouais. C'est vrai que des fois on ressent ça. Ça peut tout modifier en fait. Tout modifier. Et donc travailler avec un compositeur, c'est précieux. Donc la bonne musique est au bon endroit. Ouais. Et ça, même dans le film de fiction, parce qu'en fait, là on parle du documentaire, mais est-ce que c'est radicalement différent ? Pas sûr. Est-ce que vous flirtez un peu avec la fiction dans le documentaire aussi ? Ça peut. Est-ce qu'à des moments donnés, vous avez dû faire un peu, par exemple, de direction d'acteurs, des choses comme ça ? Ah tout le temps. Enfin... c'est pas quand même pas du théâtre, c'est pas du cinéma. Non, pas tout le temps. Moi, je dis souvent, alors c'est vrai que Laurent, dans la réalisation peut-être un peu différente, mais je dis souvent, moi, je mets en scène le quotidien des gens. Alors, je suis complètement d'accord. Paradoxalement, tu filmes pas le réel comme ça sans intervenir, sauf que sur des séquences bien précises. Ouais. Sinon, c'est de la vidéosurveillance, tu mets une caméra de surveillance et puis point barre, quoi. Non, mais paradoxalement aussi, le réel s'écrit et se construit. Il se construit au tournage. Donc ça veut dire qu'au tournage, tu peux complètement changer l'angle de ton film si tu t'aperçois qu'il évolue. Il évolue. Le changer en situation en fait. Ouais, le changer complètement, non. Ton angle, tu peux pas. Mais il évolue. Mais déjà, les protagonistes que tu filmes, ils savent qu'il y a une caméra. Donc c'est toujours un jeu de faire semblant que la caméra n'est pas là. Mais elle est là, ils le savent. Donc même en reportage télé, c'est pour ça que par exemple le documentaire, enfin le reportage le plus mensonger, c'est le journal télévisé. Parce qu'on fait comme s'il n'y avait pas de caméra. Comme si c'était le réel. Mais non, le réel, ça se construit. Donc ça se construit par l'image, ça se construit par la mise en situation et par le montage. Est-ce que c'est la même chose en radio ? Documentaire radio, toi qui en as fait un petit peu, est-ce que tu as la même démarche d'écriture Oui, d'écriture, oui. De documentation, oui. Mais je trouve que c'est plus facile de faire la radio, en fait. C'est plus libre de parole. Déjà, les personnes ne sont pas sous l'angle d'une caméra, d'un objectif. Et il y a une liberté de ton. Et après, tu as des rushs très très longs. Et le découpage est plus facile en audio qu'en image. Et pour une personne qui voudrait faire du doc, mais uniquement en radio et en vivre, est-ce que c'est plus compliqué, peut-être Je pense que ça doit pas être simple. Enfin, moi, j'en ai jamais fait, mais ça doit être quelque chose. À mon avis, il faut une polyactivité. Il faut qu'à côté, tu sois journaliste, quoi. Il faut que tu écrives à côté, quoi. Fais autre chose. C'est pas un métier... Et pour quelqu'un qui veut se lancer, un jeune qui veut se lancer dans ce métier, est-ce que vous considérez que c'est un métier d'avenir, encore aujourd'hui ? Métier de documentariste ? S'il n'y a plus de documentariste, il n'y a plus de traitement de l'info, il n'y a plus de traitement de sujets de fond, et c'est fini. Enfin, c'est plus, non, ouais. Puis moi, ce que je vois aussi, surtout beaucoup dans le documentaire, c'est que c'est une trace de notre époque. Alors, chacun à son époque, mais c'est une trace vivante, parce que l'image, quelque part, ça l'en vivant, de notre époque pour les générations futures, quoi. Ouais. C'est-à-dire que ces documents-là qui sont créés aujourd'hui, on ne sait pas, nous on est content de ressortir des vieux documents de l'époque parce que l'archive c'est de l'histoire, quoi, quelque part. Hein. Il y a l'histoire. C'est une mémoire. Il y a une écriture. Une mémoire vivante, quelque part. Là, mais je voyais. Donc j'espère qu'il y en a qui ont envie de continuer à faire vivre le documentaire. Je voyais récemment des films de Van der Keuken, avec des traitements en noir et blanc à l'époque, ou de Chris Marker, avec Alain Resnais à l'époque, et ils avaient une liberté de ton qui peut-être. Aujourd'hui, passerait moins, plus. Alors parce qu'il y a le problème du doc en ce moment, c'est qu'il y a un nivellement entre le doc et le reportage. Le reportage. Et il y a des exigences des unités documentaires ou du monde du journalisme aussi qui fait qu'il y a une confusion entre les deux genres. Et je pense qu'il y a beaucoup de créativité dans le doc en cinéma, par exemple.
Et il y a un nivellement, un formatage du doc en télévision. Et il faut vraiment faire de la résistance par rapport à ça. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais il y a un danger qui fait... Si tu veux, un documentaire télé, c'est plus proche du magazine maintenant. Que ce soit tel ou tel réalisateur qui le fait, il n'y aura pas fondamentalement de différence dans la forme, dans le traitement. Alors que les films de René et Chris Marker à l'époque, c'est unique. Si vous avez quelques noms comme ça à conseiller de réalisateurs de documentaires ou quelqu'un qui veut découvrir un peu... il y a plusieurs genres, j'imagine. Mais... Oui, il y en a pas mal. De toute façon, puis je dirais surtout aussi qu'il y a différentes... il y a une classification un peu, je dirais, dans ces réalisateurs et dans le documentaire. T'as Agnès Varda qui a fait des choses magnifiques que tout le monde connaît. T'as Wim Wenders qui a fait aussi des documentaires. Celui sur Salgado est juste merveilleux. Très personnel. Très personnel. Le sel de la terre est magnifique. Voilà. Et après, tu as des documentaristes allemands aussi ou américains qui ont une façon aussi de travailler et de s'accaparer le sujet qui est complètement différente, avec des documentaires qui durent 3 heures. En immersion totale. Comment tu l'as dit là ? Wiesenman, ouais. Avec des documentaires très longs. Bizarrement, tu rentres dedans, les 3 heures, tu les encaisses, quoi. En fait, c'est classé, les documentaires d'investigation. Il y a des documentaires qui mettent en scène leurs propres réalisateurs, qui font une sorte d'enquête. Il y a des choses très bien. Et il y a des enquêtes de société aussi. Moi, je dirais à quelqu'un qui veut commencer, c'est d'aller au Cinoche, en fait. Tout simplement. D'aller voir de se faire une culture. Et d'aller voir des films de fiction. Parce que... c'est un bon conseil, pas loin. C'est intéressant. C'est pas loin. C'est super important, parce que quand on disait avec Philippe tout à l'heure qu'un film, ça s'écrit, un film documentaire, ça s'écrit, parce qu'on est dans la narration, c'est la narrativité, en fait. Et en fait, c'est comment on raconte une histoire, qu'elle soit réelle ou qu'elle soit fictionnelle. Mais la forme de la narration, c'est pareil. Alors, donc, c'est de la dramaturgie au sens narration du terme. Alors pour la petite anecdote, quels sont vos plus beaux souvenirs de films documentaires, les films qui vous ont marqué, que vous avez fait, Laurent, qu'est-ce qui te vient à l'idée Que j'ai réalisé ? Voilà. J'ai réalisé un doc 52 minutes pour France Télévisions sur le monde du handicap. Et là, j'ai trouvé des gens qui étaient formidables, en fait. Et ça engage sa vie, en fait. Tu n'es pas neutre, mais ça te change des rencontres humaines qui t'ont bouleversé. Et puis, la confiance qu'ont ces personnes, quel que soit le sujet du film, qu'ils soient engagés ou pas, mais si c'est un film engagé, c'est encore plus important, la confiance que te donnent les protagonistes dans leurs paroles, et sans travestir l'image ou le fond qu'ils veulent communiquer. D'accord. C'est-à-dire qu'ils te font totalement confiance. Et c'est à toi, en tant que documentariste, à pas trahir cette confiance. C'est là que tu as une responsabilité énorme, quoi. Philippe, c'est un peu le même sentiment, j'imagine. Oui, complètement. Tu as une responsabilité énorme. Je sais que tu as fait des films dans plein de pays. Est-ce qu'il y a des destinations qui t'ont... Je vais compléter même ce que vient de dire Laurent, parce que cette confiance que nous donnent les gens, oui, en allant comme chez les Pygmées, en forêt équatoriale congolaise par exemple, je reparle là-bas, il est certain qu'ils verront jamais le film. Donc ça serait facile de tromper et de faire ce que je veux avec les images derrière. Mais éthiquement, t'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu peux pas les tromper. Ils t'ont accordé leur confiance, ils t'ont ouvert leur milieu qui est normalement, voire même sacré par moment, et ils t'ont autorisé à venir partager des instants avec eux que normalement ils interdisent. Ils vous demandent rien. Alors ça arrive. Ils te demandent, enfin c'est... Moi en Afrique de l'Est, j'ai découvert aussi à la suite de tournages précédents de, on va dire TF1, c'était Ushuaïa à l'époque. C'est-à-dire que les gens refusaient la présence d'une caméra ou d'un réalisateur à la suite de ces tournages-là. Ah d'accord. Ouais. Et ça arrive assez fréquemment. Ça arrive assez fréquemment. C'est-à-dire que tout d'un coup, alors je critique pas le métier des journalistes ou la ligne édito des Ushuaïa de l'époque ou autres, ou Rendez-vous en terrain inconnu. Voilà, c'est par exemple cet travestissement ethnique enfin bref. On va faire le débat là-dessus. Mais il y a un danger, c'est-à-dire que ces gens-là, on crée une image occidentale pour une diffusion grand public sur un média télévisé,
Et est-ce qu'il correspond à l'exacte réalité de leur vie? Ça, c'est une bonne question. Et je suis pas sûr du tout que ce soit ça. Donc, à la fois, le respect des personnes dans l'image qu'on donne d'eux, et le respect du spectateur. Parce que si tu donnes une chose travestie à des spectateurs, un jour ou l'autre, ça se saura. D'accord. Donc, réalité, sincérité. Et c'est ça le documentaire. C'est le cinéma du réel. Donc, il n'y a pas à tricher. Et surtout pas à tricher. Après, on a sa propre vision, son point de vue, point de vue physique, réel, et puis point de vue intérieur. Et ça doit correspondre à la réalité. Mais un documentaire, il n'est pas neutre. Surtout s'il est engagé. Donc, tu as un point de vue assumé sur à la fois le sujet et son traitement. Et une fois que le film donc, a été écrit, monté, tourné, etc., il faut aller le diffuser, le défendre. Là, j'imagine que vous êtes aussi entouré, vous avez des partenaires, ou des fois, c'est vous qui allez sur le terrain essayer de vous battre pour diffuser le film, l'amener dans les festivals, je ne sais pas, au cinéma. Il y a plusieurs voies, il y a plusieurs branches, bien sûr, mais on est seul. On est un peu seul à se battre. Bon, après, il peut y avoir une production, bien sûr, mais voilà, les circuits, c'est de la distribution, avec des sociétés de distribution pour qui c'est le métier, qui ont l'habitude. Elles sont toutes pareilles aussi, un peu catégorisées en fonction du secteur qu'elles visent. Après, il y a le festival. Donc, le festival, ça, c'est l'auteur-réalisateur qui va se battre tout seul, qui va proposer son film, qui va aller le défendre pour essayer d'être inscrit dans un festival. Ensuite, il y a les salles aujourd'hui cinéma à réessai qui sont de plus en plus nombreuses et très bien équipées et qui sont en demande de documentaires notamment, parce qu'ils ont un public pour ça, et puis de manière à avoir une diversité dans la programmation, pas être seulement sur de la fiction, court ou long ou moyen métrage, mais avoir vraiment différentes choses à proposer à leur public. Donc les cinémas aujourd'hui, c'est à réessai, c'est intéressant. Et ça vous arrive d'aller défendre vos films sur scène, par exemple, au cinéma? Oui. Philippe, plus que moi, je pense. Oui. Parce que tu fais partie du réseau je fais partie du réseau documentaire. Donc pour qui c'est le cœur de métier, ils ont vocation à faire ça, à programmer des films dans des salles. On voit d'ailleurs que le circuit évolue de plus en plus, il y a de plus en plus de salles, donc ça c'est intéressant pour tout le monde, à la fois pour le circuit documentaire, mais pour les réals qui sont dans le circuit. Il y a une vraie vitalité en France. Mais aujourd'hui, il se passe quelque chose, parce qu'on va rejoindre ce que disait Laurent tout à l'heure. La télévision aujourd'hui, elle a tellement cloisonné le monde du documentaire en le formatant, en disant un documentaire, c'est comme ça, il doit rentrer dans telle case, il doit être exactement comme ça, c'est ça. Que finalement, inconsciemment, je pense que le public se lasse de voir toujours la même chose. Oui. Et du coup, ils sont en demande, ils sont intéressés à voir une autre forme de documentaire. Et du coup, ils se déplacent en salle. Et du coup, ils se déplacent en salle, ils se déplacent en médiathèque, en centre culturel, pour venir voir d'autres sujets, d'autres films réalisés différemment, et avec là, en plus, la plus-value d'avoir la certitude que le réalisateur sera là. Ce qu'il n'a pas en télé. L'échange est riche, en fait. L'échange est beaucoup plus riche, parce que même en télé, maintenant, on diffuse le documentaire, une fois qu'il est terminé, c'est page de pub, et on passe à la météo. Ouais, on n'a plus l'échange avec le journaliste comme on avait avant, de ces émissions où il y avait le film, fiction, le documentaire, et derrière le débat en plateau télé. Ah, tout à fait. Tout à l'heure, on parlait de solitude du documentariste, mais c'est même par rapport à la diffusion en télé, parce que ton film, tu travailles dessus pendant 1 an, 2 ans, il est diffusé en télé dans une case, et après terminé. T'as jamais eu de contact avec... pas de retour? Non, jamais. Non, jamais. Les chaînes te donnent jamais un retour, sauf une audience, parce que c'est le seul moteur. Donc c'est le public finalement qui va le donner. Ouais. Quand ça va pas. Et ce que je voulais ajouter, c'est qu'il y a un autre mode de diffusion moi, qui m'intéresse, c'est le net. Web documentaire. Le web documentaire. Qui à un moment a pris. Ouais. Moi, je pensais qu'il allait se passer vraiment quelque chose avec ça. Ouais. Et puis c'est tombé. Pour l'instant, ouais. Et j'espère que ça va redémarrer. Parce que là, il y a des choses fantastiques. C'est interactif. Que ce soit un web documentaire ou même un documentaire en ligne. Et là, il faut quand même penser aux jeunes qui ont complètement déserté la télévision, qui désertent de plus en plus le cinéma. Après, il y a YouTube. On peut voilà, donc il faut un jour réfléchir à ce mode de diffusion. Il faut que ça soit organisé. Sur YouTube, c'est compliqué aujourd'hui de donner une place aux documentaires, je pense, sur des plateformes comme ça qui sont inondées, il y a des vidéos. Il faut que ça soit mieux organisé, et le webdoc permettait
je pense. Il y avait Ouais, une vraie identité. Ça existe encore, hein, mais Ça après, existe encore. En fait, il ne faut pas imaginer que tu vas mettre ton doc en ligne et Non. que basta terminé. Ça passe par des réseaux, par des sites internet qui sont. Et puis il faut relayer l'information. Et puis il faut qu'il soit vivant, le webdoc. Le principe du webdoc, c'est ça, hein, c'est d'amener de l'actu en permanence, avant le tournage, pendant le tournage, après diffusion du film. Le webdoc, moi je trouve ça super intéressant. J'en ai fait deux. Le problème du webdoc, c'est son financement en fait. Ça coûte cher. Et il n'y a pas de modèle économique dominant qui permette. L'Europe avait mis quelque chose en place au départ pour soutenir la création de webdoc, et puis. Mais ça ne veut pas dire que ça reviendra. Vous avez fini de taper dans le micro, Monsieur Prudent. Ça n'a pas suivi, ça n'a pas enchaîné. Ah, tu vois, il ne faut pas taper dessus. Ça n'a pas suivi. On parle de financement. Ben justement, comment on vit du documentaire voilà, pour terminer cette émission. Eh ben, quand c'est le mode classique, production, diffusion télévisée, ben, voilà, tu es salarié, tu as des droits d'auteur. Et l'autre difficulté, c'est quand c'est en autoproduction, ben, il faut que tu trouves toi-même ton budget. Voilà. Et donc, financement participatif. Tout réalisateur qui se respecte, entre guillemets, te dira si tu veux gagner beaucoup d'argent, bah, tu fais pas ce métier. Donc c'est un métier de passion avant tout. Ah oui, bah, évidemment. Ça c'est clair. Évidemment, c'est la passion qui. La passion, elle nourrit même le doc. Elle nous nourrit pendant l'écriture, pendant le tournage. À toutes les étapes, c'est la passion qui nous nourrit et qui fait que le film existe à la fin. Ouais, mais il ne faut pas céder à toi, Mirrors, Alouettes, parce que tu as des jeunes qui veulent. Devenir réalisateur. Ils veulent devenir réalisateurs. Ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Donc, c'est hyper exigeant. C'est beaucoup de boulot. Physiquement éprouvant. Oui. Oui, un tournage. C'est la face visible de l'iceberg, le tournage. Hein. C'est vraiment une peanuts, en fait. Mais tu mets tout dans le tournage. Après, tu mets tout dans le montage. Tu mets tout dans l'écriture. La post-prod. Enfin, ça engage. Donc, c'est. Week-end, vacances, enfin il n'y a pas de vacances déjà. C'est la nuit, ça travaille, oui, ça toi travaille. Aussi, les images viennent de la nuit. Enfin, beaucoup de choses se passent la nuit. Tu travailles, tu notes. Ouais. Beaucoup ça prend la tête, comme on dit, mais dans le bon sens du terme. C'est exigeant et créateur aussi. Il y a un côté créatif. Parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé du traitement, mais le montage, enfin l'alliage image-son, moi me passionne en fait. Et le son l'audio est vraiment très très fort. On a parlé un peu de musique, mais la gestion du son dans le documentaire, il y a encore beaucoup de choses à inventer, je pense. Oui, il y aurait beaucoup de choses à dire. Bon, ce sera l'occasion d'une émission sur le sujet. On peut pas tout dire. On peut pas tout dire. Pour terminer sur le doc, sur la production complète d'un doc, quoi. Les gens des fois nous demandent mais combien de temps? Oui, parce qu'il y a plusieurs formats. Alors, non, pas la durée. Combien de temps ça vous a pris pour faire ce film? Et là, des fois, je dis, mais j'en sais rien, je sais même plus. À partir du moment où l'idée est née, et le moment où le film sort... C'est minimum un an, en fait. Ah oui, ça, c'est un grand minimum. Non, mais si tu prends vraiment au moment où tu as pensé... Ah oui. Ouais, plusieurs années, ouais. Voilà. Tu le portes longtemps. Hein. Tu le portes pendant des années, en fait. Et donc, le tournage, quand tout à l'heure, il dit, ça, c'est juste... la face émergée de l'iceberg. C'est ça, le tournage. Mais bon sang, quand on en est au tournage, mais c'est que ça y est. C'est enfin... C'est presque une formalité. Non, mais c'est le moment le plus... Un moment très agréable qui arrive. Mais ça a démarré des années avant, quoi. Et certains films qui peuvent être un peu intemporels, qui peuvent être diffusés pendant plusieurs années, même dizaines. Il y a des sujets qui peuvent tenir pendant assez longtemps. Il y a même bizarrement aussi des fois des sujets, moi ça m'arrive là avec le Congo notamment, donc des sujets qui étaient assez d'actualité au moment où je fais le film. Il va tenir, il va bien vivre pendant 5-6 ans. Bon, puis le temps passe, le film. Et puis parce qu'une actualité nouvelle revient ou quelque chose en particulier, hop, le film ressort et on repart pour 2-3 ans d'exploitation. Pour moi, c'est surprenant. Pour moi, un doc, c'est pas de l'actu. Hein. Non. C'est pas de l'actu. C'est vivant. Un regard sur, donc il est intemporel. Il est intemporel, il est vivant et il va vivre avec ce qui se passe à certains moments dans l'humanité. Bien, écoutez, sur ces belles paroles, messieurs, merci beaucoup. Merci pour ton accueil. Je mettrai en tout cas les liens, Laurent Sistac et Philippe Prudent, de vos différents sites internet pour ceux qui veulent découvrir un peu ce que vous faites. Ouais, avec plaisir. Avec plaisir.